Hétaïres, les redoutées courtisanes d'Athènes antiques. Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Derrière la splendeur des temples et le savoir des philosophes, se cache un monde de plaisir et de scandale. Un monde dans lequel des femmes défient les conventions, brisent les tabous et règnent sur le cœur des hommes les plus puissants. Pour mieux lever le voile sur ces femmes dont l'histoire a été murmurée à voix basse pendant des siècles, je vous invite à consulter les articles complémentaires Hétaïres, les affranchis d'Athènes et Aspasie de Milet, la plus célèbre hétaïre, dont les liens sont disponibles en description du podcast. Ils vous permettront d'approfondir certains aspects que nous aborderons aujourd'hui. Qui étaient ces femmes qui osèrent braver les interdits et vivre selon leurs propres règles? Comment ont-elles réussi à s'élever au-dessus de leurs conditions et à exercer une influence sur les plus grands esprits de leur temps? Préparez-vous à remonter le temps et à pénétrer dans un univers de beauté, de pouvoir et de liberté. Découvrez l'histoire fascinante des hétaïres, les femmes libres d'Athènes. Dans la Grèce antique, les femmes étaient confinées à la sphère domestique. Mariées jeunes, elles devaient obéissance à leur père, puis à leur mari. Leur vie se résumait à enfanter, s'occuper du foyer et rester à l'écart de la vie publique. Mais certaines femmes, dotées d'une intelligence et d'un charisme exceptionnels, ont refusé de se soumettre à ce destin. Elles ont choisi une autre voie, celle de l'indépendance et de la liberté. Ce sont elles que l'on appellera les hétaïres. Le terme « hétaïre » vient du grec « hétaïra », qui signifie « compagne ». Un terme qui, à lui seul, révèle la complexité de leur statut. Car les hétaïres étaient bien plus que de simples femmes de plaisir. Elles étaient des femmes cultivées, des musiciennes, des danseuses, des oratrices hors pair, qui fréquentaient les hommes les plus influents de la cité. Les hétaïres, ces femmes libres, évoluaient pourtant dans une société profondément patriarcale. Leur statut ambigu, à la fois admiré et méprisé, reflète les contradictions de la Grèce antique face à la liberté féminine. D'un côté, les hétaïres fascinaient. Leur beauté, leur intelligence, leurs talents artistiques attiraient les hommes les plus influents. Elles étaient les muses des poètes, les confidentes des philosophes, les compagnes des hommes d'État. On les invitait au banquet, on recherchait leur compagnie, on vantait leur esprit. Mais d'un autre côté, elles étaient aussi l'objet de mépris et de condamnation. La société athénienne, profondément conservatrice, ne pouvait accepter complètement ces femmes qui s'affranchissaient des normes et vivaient en dehors du cadre du mariage traditionnel. Il faut dire que le statut des hétaïres était complexe. Elles n'étaient ni des épouses, confinées à la sphère domestique, ni des esclaves, privées de tout droit. Elles occupaient une position intermédiaire, profitant d'une certaine liberté, mais soumises à la volonté de leur protecteur. La prostitution était une réalité dans la Grèce antique. Elle était même encadrée par la loi et soumise à l'impôt. Mais il existait une nette distinction entre les prostituées de bas étage, qui vendèrent leur charme dans la rue ou dans des maisons closes, et les hétaïres, qui choisissaient leurs amants et négociaient leurs services. Les hétaïres savaient naviguer dans cette société patriarcale. Elles utilisaient leur intelligence, leur charme et leur talent pour se créer une place et obtenir la protection des hommes les plus puissants. Certaines ont même réussi à acquérir une influence considérable, comme Aspasie de Milet, qui a partagé la vie de Périclès et participé aux débats politiques de son époque. Le statut ambigu des hétaïres nous rappelle que la liberté a toujours un prix. Ces femmes, en choisissant l'indépendance, ont dû affronter le jugement et les préjugés de leur société. La prostitution en Grèce antique et le statut des hétaïres. Dans la Grèce antique,
La prostitution était une réalité omniprésente, mais elle englobait des situations diverses et des femmes de tous horizons, esclaves, anciennes esclaves et femmes libres. On distingue globalement 3 grandes catégories. La porn, prostituée de rue ou de bordel, qui vendait ses services pour le plaisir physique. La palak, concubine qui résidait de manière permanente dans un foyer. Et enfin, l'étaïr, une prostituée de haut rang, mais avant tout une compagne capable de séduire par l'esprit autant que par le corps. Elle se distinguait par son éducation, musique, conversation, culture générale. Des atouts bien au-delà de l'attrait sexuel. Le terme « étaïr » est souvent traduit par « courtisane », mais cela ne rend pas justice à leur statut particulier. Ce mot, dans le contexte grec, désignait des femmes d'un genre unique. Ces compagnes privilégiées n'étaient pas cantonnées aux tâches domestiques comme les épouses, mais elles bénéficiaient d'une liberté et d'une reconnaissance rares. Les étaïrs pouvaient posséder des biens, participer aux banquets des symposia, ces rassemblements d'élite où la musique, le vin et les discussions érudites étaient au centre des échanges. Leur rôle ne se résumait pas à divertir. Elles participaient, influençaient et gagnaient parfois même le respect de leurs contemporains. Il est cependant difficile de définir clairement leur statut, car les sources antiques manquent fréquemment de cohérence. Une même personne pouvait changer de position au sein de ces catégories, passant de prostituée à concubine, puis à étaïr, ou même retrouver l'esclavage après une période de liberté. C'était une vie marquée par une grande incertitude et une constante réinvention. Il existait également une catégorie à part, les prostituées sacrées. Ces femmes offraient leur corps au service des divinités, souvent au sein des temples, et étaient vues comme des intermédiaires entre le monde humain et le sacré. Leur activité, bien que sexuelle, s'inscrivait dans une démarche religieuse et spirituelle. L'une des distinctions les plus marquantes entre les différents types de prostituées était leur prix. Une porne pouvait être engagée pour une simple obole, la plus petite monnaie d'Athènes, tandis qu'une étaïr de haut rang pouvait atteindre des sommes considérables, allant jusqu'à 500 drachmes ou 3000 oboles. Le fait que les étaïrs se vendaient à des tarifs élevés est par ailleurs attesté par les taxes imposées sur la prostitution par les cités-États. Nombre de ces étaïrs étaient des femmes de statut social supérieur devenues esclaves après la conquête de leur cité, que ce soit en Grèce ou au-delà. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des récits de femmes capturées et asservies pour la prostitution. Mais il y avait aussi celles qui, par choix ou nécessité, embrassaient cette profession, souvent motivées par l'indépendance financière qu'elle pouvait offrir, ou contraintes par des circonstances comme des dettes ou l'absence de soutien familial masculin. La distinction entre les classes de prostituées reflétait également les évolutions de la société grecque. Avec l'émergence d'une classe moyenne capable de se payer les services de prostituées, les hommes de la haute société recherchaient des moyens de se différencier. En optant pour des étaïrs, plus sophistiquées et coûteuses, ils affirmaient leur statut en opposition aux pratiques populaires des bordels. Contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, les étaïrs n'étaient pas nécessairement perçus comme plus dignes que les pornes. La prostitution était une composante ouverte et légale de la société grecque, et les bordels publics étaient fréquemment subventionnés par l'État, car ils étaient considérés comme une part intégrante de la vie quotidienne. Les étaïrs, de leur côté, étaient acceptés comme des participantes régulières au divertissement des privilégiés qui pouvaient se les offrir. À l'instar des jeux d'argent, la prostitution était vue comme une pratique acceptable,
bien qu'elle soit entourée d'une mise en garde face aux excès. Elle n'était pas pensée comme un substitut à la stabilité familiale, mais plutôt comme un complément aux autres aspects de la vie sociale. Les hétaïres, quant à elles, étaient également perçus comme un aspect normal du divertissement des élites. Cependant, dans les sources grecques, la prostitution, quelle qu'elle soit, était généralement teintée d'une connotation négative. Les prostituées étaient souvent décrites comme impures et vulgaires, et les récits anciens regorgeaient de mises en garde sur les dangers de s'enticher d'une prostituée, négliger sa famille ou gaspiller sa fortune dans les plaisirs charnels. Être qualifié de prostituée, homme ou femme, était une insulte, surtout dans la littérature et les échanges entre personnages publics. Il est également important de noter que la majorité des témoignages qui nous sont parvenus ont été écrits par des hommes et destinés à un public masculin, ce qui laisse dans l'ombre la perspective des hétaïres elles-mêmes ou l'opinion que pouvaient en avoir les autres femmes. L'histoire des hétaïres. Découvrons la vie de quelques-unes des hétaïres les plus marquantes de l'Antiquité, dont les histoires continuent de captiver notre imagination. Ces femmes ont su se tailler une place au cœur d'une société dans laquelle les règles étaient dictées par les hommes, en utilisant leur intelligence, leur charme et leur culture pour transcender les limitations de leur époque. Rhodope fut l'une des premières hétaïres à se démarquer, vivant au 7e-6e siècle avant Jésus-Christ. Originaire de Thrace, Rhodope avait été réduite en esclavage avant de devenir une hétaïre reconnue pour sa beauté et son esprit. Elle finit par racheter sa liberté, ce qui était déjà un exploit en soi, mais elle réussit également à accumuler une fortune considérable. Son nom devint légendaire, au point qu'on lui attribua même la construction d'une des pyramides d'Égypte, bien que cela relève probablement du mythe. Son histoire témoigne de la possibilité, même avec une liberté limitée, d'évolution sociale pour une femme déterminée dans la Grèce antique. Thargelia, active au 5e siècle avant Jésus-Christ, est une autre figure fascinante. Elle était non seulement réputée pour sa beauté, mais aussi pour son habileté politique. Thargelia, originaire d'Ionie, utilisait ses talents pour influencer les hommes au pouvoir, notamment en faveur des intérêts perses. Elle devint une sorte d'agent diplomatique, jouant un rôle déterminant dans les alliances politiques de l'époque. Sa capacité à utiliser sa position pour manipuler des affaires d'État montre que les hétaïres pouvaient être bien plus que des objets de désir. Elles étaient aussi des stratèges, capables de changer le cours de l'histoire. Phryné, quant à elle, est probablement l'une des hétaïres les plus célèbres de l'Antiquité. Née au IVe siècle avant Jésus-Christ, sa beauté légendaire inspira Praxitèle, l'un des plus grands sculpteurs grecs, pour créer la célèbre statue d'Aphrodite de Cnide, la première statue de déesse entièrement nue. Phryné devint riche grâce à ses talents et sa beauté, et fut également connue pour son procès retentissant. Accusée d'impiété, elle aurait été acquittée après avoir dévoilé sa poitrine devant ses juges, un geste qui fit éclater la vérité de sa beauté divine aux yeux de tous. Cette scène presque théâtrale est restée gravée dans l'histoire, illustrant le pouvoir démesuré que pouvait exercer une femme dont l'apparence défiait les normes humaines. Aspasie de Milet est sans doute la plus connue de toutes les hétaïres, grâce à sa relation avec Périclès, l'homme d'État athénien par excellence. Aspasie ne se contentait pas d'être la compagne de Périclès. Elle était une intellectuelle à part entière, discutant avec les plus grands penseurs de l'époque, dont Socrate. Contrairement à beaucoup d'autres hétaïres, Aspasie jouissait d'une reconnaissance publique pour son esprit et son éloquence. Elle dirigeait même une sorte de salon intellectuel, où se retrouvaient les esprits les plus brillants d'Athènes.
Son influence sur Périclès fut telle que certains de ses contemporains la considéraient comme responsable de plusieurs décisions politiques majeures. Aspasie est un exemple unique de femme qui, grâce à son intelligence, parvint à se faire une place dans les cercles les plus élevés de la société athénienne. Laïs de Corinthe et Thaïs sont d'autres exemples d'hétaïres qui ont marqué leur époque. Laïs était réputée pour sa beauté incomparable et ses tarifs élevés, n'acceptant que les clients les plus riches et les plus influents. Elle devint ainsi un symbole de l'exclusivité et de la sophistication que les hétaïres pouvaient incarner. Thaïs, quant à elle, fut la compagne d'Alexandre le Grand et joua un rôle lors de l'incendie du palais de Persépolis, un acte souvent interprété comme un geste de vengeance contre l'Empire perse. Ces femmes, bien que généralement réduites à leurs relations avec des hommes puissants, étaient des actrices importantes de leur époque, influençant des événements majeurs par leur seule présence. Lamia, active au IVe siècle avant Jésus-Christ, était connue pour sa relation avec le roi Démétrios Ier de Macédoine. Lamia était une hétaïre, réputée pour son esprit acéré et sa capacité à charmer les personnalités influentes. Sa relation avec Démétrios lui permit d'acquérir une position de pouvoir rare pour une femme de son époque, utilisant son influence pour participer indirectement à la politique du royaume. Néra, également active au IVe siècle avant Jésus-Christ, est une figure emblématique en raison de son procès retentissant qui dévoila la complexité des lois concernant le statut des femmes et la citoyenneté à Athènes. Néra fut accusée d'avoir prétendu être une femme libre et d'avoir illégalement marié sa fille à un citoyen athénien. Son procès met en lumière non seulement sa vie, mais aussi les contradictions et les tensions autour du statut des hétaïres dans la société grecque. Philénis est une autre hétaïre du IVe siècle avant Jésus-Christ qui se démarqua par ses écrits. Elle est connue pour avoir rédigé des ouvrages sur l'amour et l'art de la séduction, bien que certains doutent de l'authenticité de ses écrits ou pensent qu'ils ont été attribués à tort à une hétaïre. Quoi qu'il en soit, Philénis symbolise l'aspect intellectuel des hétaïres, qui ne se contentaient pas d'être des objets de désir, mais contribuaient aussi à la culture et au débat de leur époque. Bilistiche, active au IIIe siècle avant Jésus-Christ, était une hétaïre qui devint la compagne de Ptolémée, deux Philadelphes d'Égypte. Elle est connue pour sa victoire lors des Jeux isthmiques, des jeux sportifs et artistiques consacrés à Poséidon, une victoire qui lui permit de gagner en notoriété et de s'assurer une place privilégiée à la cour. Bilistiche est un exemple de la manière dont les hétaïres pouvaient, grâce à leur charisme et à leur talent, s'intégrer au cercle de pouvoir, même au-delà de la Grèce continentale. Léontion, également active au IIIe siècle avant Jésus-Christ, est une figure fascinante en raison de son association avec le philosophe Épicure. Elle est connue pour son esprit critique et sa capacité à tenir des discussions philosophiques avec les intellectuels de son temps. Léontion est l'une des rares femmes de l'Antiquité dont les écrits philosophiques sont mentionnés par ses contemporains, ce qui montre que certaines hétaïres jouissaient d'une reconnaissance bien au-delà de leur beauté ou de leur charme. Comito, qui vécut au VIe siècle, était la sœur de l'impératrice byzantine Théodora. Comito fut hétaïre avant que sa sœur n'épouse l'empereur Justinien et ne devienne l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire byzantin. Bien que l'histoire de Comito soit moins documentée que celle de Théodora, elle est un exemple des connexions familiales complexes et des opportunités que certaines hétaïres pouvaient saisir pour changer leur destin. Sa vie illustre les liens parfois étroits entre le monde des hétaïres et celui des élites politiques. Les histoires de ces hétaïres montrent que, malgré les restrictions imposées aux femmes dans la Grèce antique, certaines ont réussi à se hisser au sommet par leur intelligence, leur charisme et leur ambition.
Elles étaient bien plus que de simples compagnes. Elles étaient des figures culturelles, politiques et sociales qui ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Leur vie était faite de contradictions, à la fois admirée et méprisée, libre et contrainte, influente et vulnérable. Cette dualité est au cœur de ce qui rend leur histoire si fascinante et complexe. Éducation, talent et vie quotidienne. Les Étaïres se démarquaient par une éducation hors du commun, bien différente de celle réservée aux femmes de l'époque. Contrairement à la majorité des Athéniennes, cantonnées aux tâches domestiques et souvent exclues de la vie publique, les Étaïres avaient accès à une éducation sophistiquée. Elles apprenaient la musique, notamment à jouer de la flûte, ainsi que la danse, mais aussi des disciplines plus intellectuelles, telles que la rhétorique, la philosophie et l'art de la conversation. Ces compétences leur permettaient de participer aux discussions avec les hommes les plus influents de la société et de se distinguer lors des symposia, ces célèbres banquets où se mêlaient divertissements et débats philosophiques. Les talents des Étaïres allaient bien au-delà de la séduction. Elles maîtrisaient l'art de captiver un auditoire, de susciter l'admiration non seulement par leur apparence, mais aussi par leur intelligence. Une Hétaïre comme Aspasie de Milet, par exemple, était reconnue pour sa capacité à tenir tête à des penseurs tels que Socrate et à influencer les décisions politiques d'Athènes par ses échanges avec Périclès. Aspasie n'était pas la seule à exceller dans cet art. Léontion, associé au philosophe Épicure, faisait preuve d'une intelligence rare et d'une curiosité intellectuelle qui lui permettait de s'intégrer pleinement au cercle philosophique de l'époque. Outre leurs compétences intellectuelles, les Étaïres étaient également formées aux subtilités du comportement social. Elles devaient être en mesure de naviguer habilement dans les cercles de pouvoir, de déchiffrer les dynamiques interpersonnelles complexes et de s'adapter aux attentes de leurs riches protecteurs. Leur éducation les préparait à être bien plus que de simples compagnes. Elles étaient des partenaires à part entière, capables de conseiller et d'influencer les hommes puissants qu'elles côtoyaient. Cette éducation leur conférait une forme de liberté inconnue des autres femmes de la société grecque, même si elle s'accompagnait de nombreux risques et d'une grande précarité. Leur vie quotidienne variait considérablement selon leur statut et leur renommée. Les Étaïres les plus recherchés vivaient dans un luxe relatif, entourés de biens précieux et bénéficiant d'une certaine sécurité financière. Elles participaient à des banquets, côtoyaient les élites et voyagèrent parfois au-delà des frontières de la Grèce. C'était une existence faite de privilèges, mais aussi d'incertitudes, car leur statut dépendait entièrement de la faveur des hommes qui les entouraient. La richesse et la liberté pouvaient être éphémères, et une Étaïre devait constamment entretenir son image et ses relations pour rester en haut de l'échelle sociale. Pour les Étaïres de moindre renommée, la vie était souvent plus difficile. Elles n'avaient pas toujours accès aux cercles les plus influents et pouvaient être confrontées à une plus grande instabilité financière. Pourtant, même dans ces conditions, elles restaient des figures bien plus libres que les femmes mariées de l'époque, qui étaient soumises à l'autorité de leur mari et enfermées dans le gynécée. Les Étaïres avaient la possibilité de choisir leurs compagnons, de gérer leurs propres revenus et parfois de gagner suffisamment pour se retirer confortablement. Ainsi, la vie des Étaïres était à la fois enviable et périlleuse. Elles jouissaient d'une éducation qui leur ouvrait les portes de la culture et du pouvoir et leur permettait de vivre en dehors des contraintes imposées à la plupart des femmes grecques. Toutefois, cette liberté avait un prix, une dépendance constante aux faveurs masculines et une lutte permanente pour maintenir leur position dans une société patriarcale. Malgré tout, les Étaïres ont réussi à marquer l'histoire par leur talent, leur intelligence et leur capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique et de la culture grecque.
Aspasie et Périclès, un amour politique. L'une des figures les plus emblématiques de cette époque est sans aucun doute Aspasie de Milet. Compagne de Périclès, le dirigeant le plus influent de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, Aspasie jouissait d'une position rare pour une femme. Elle n'était pas seulement la compagne d'un homme puissant, elle était elle-même une personnalité influente. Aspasie était connue pour son intelligence remarquable, son éloquence et son esprit affûté. Elle dirigeait un cercle intellectuel où les philosophes et les penseurs de l'époque, dont Socrate, venaient échanger des idées. Elle jouait ainsi un rôle actif dans la vie intellectuelle et politique d'Athènes. La relation entre Aspasie et Périclès était bien plus qu'une simple romance. Elle symbolisait une véritable union politique, une alliance de deux esprits brillants. Périclès, célèbre pour ses réformes démocratiques et sa vision de la grandeur athénienne, trouvait en Aspasie non seulement une compagne, mais aussi une conseillère précieuse. Certains historiens et écrivains antiques affirment qu'Aspasie influençait directement les discours et les décisions politiques de Périclès, au point de devenir une figure clé des affaires publiques d'Athènes. Cette influence suscita l'admiration de certains, mais également la jalousie et les critiques de nombreux adversaires politiques de Périclès, qui voyaient en elle une étrangère manipulant les affaires de la cité. Aspasie était originaire de Milet, une cité de la côte ionienne, et son statut de métèque, étrangère résidant à Athènes, la plaçait en marge des droits et privilèges réservés aux citoyens. Pourtant, sa position aux côtés de Périclès lui permit de s'intégrer au cœur de la société athénienne. Son salon intellectuel était fréquenté par des figures majeures de l'époque, et elle était respectée pour sa capacité à débattre et à enseigner la rhétorique. Son rôle en tant que mentor pour de nombreux jeunes hommes de l'élite athénienne la rendait unique, d'autant plus que l'accès à l'éducation était rare pour les femmes de son temps. Mais cette relation ne fut pas sans controverse. Aspasie fut la cible de nombreuses attaques, tant sur le plan politique que personnel. Elle fut accusée d'être une influence néfaste sur Périclès, certains allant même jusqu'à l'accuser d'avoir provoqué la guerre du Péloponnèse en raison de ses conseils à Périclès. Elle fut également poursuivie en justice pour impiété, bien que Périclès ait réussi à la défendre avec succès. Ces accusations reflètent les tensions sociales de l'époque et la difficulté pour une femme, surtout une étrangère, de jouer un rôle important dans la sphère publique athénienne. Leur relation était de plus marquée par un amour profond et sincère. Périclès, qui avait divorcé de sa première épouse, vivait avec Aspasie dans une union qui défiait les normes traditionnelles du mariage athénien. Ils avaient un fils, Périclès le Jeune, qui, bien que né hors mariage, fut plus tard légitimé par une loi spéciale introduite par Périclès lui-même. Cette légitimation témoigne de l'importance qu'avait Aspasie dans la vie de Périclès et de l'amour qu'il lui portait, prêt à défier les conventions pour assurer un avenir à leur enfant. La fin de leur histoire fut marquée par la tragédie. Durant la grande peste d'Athènes, Périclès perdit ses deux fils légitimes, issus de son premier mariage, puis il succomba lui-même à la maladie en 429 avant Jésus-Christ. Aspasie, alors privée de son protecteur et amant, disparut peu à peu de la scène politique. Cependant, son influence ne s'éteignit pas avec la mort de Périclès. Son nom continua de résonner à travers les siècles, et son histoire fut reprise par les écrivains et les philosophes, certains la glorifiant, d'autres la critiquant, mais tous reconnaissant son impact exceptionnel sur la vie athénienne. Aspasie et Périclès représentaient une alliance unique, un amour profondément ancré dans la politique et la culture de l'Athènes classique. Leur histoire est celle d'une femme qui, malgré les obstacles imposés par son statut de métèque et de femme dans une société patriarcale, parvint à influencer le cours de l'histoire.
leur relation incarne les tensions et les possibilités de l'époque. Un amour qui défiait les conventions, une collaboration intellectuelle qui transcendait les rôles traditionnels et une passion qui marqua la cité athénienne pour toujours. En concluant notre voyage à travers l'univers des Hétaïres, nous ne pouvons pas ignorer la raison pour laquelle ces femmes étaient autant admirées que redoutées. Les Hétaïres, par leur éducation, leur charisme et leur intelligence, représentaient un défi aux conventions d'une société strictement patriarcale. Elles avaient la capacité de pénétrer des cercles réservés aux hommes, de s'approprier un savoir interdit aux autres femmes et, par là, de gagner une influence qui pouvait être perçue comme une menace. Leur habileté à charmer, à manipuler, à conseiller et parfois à infléchir le cours de l'histoire en faisait des figures redoutables, des courtisanes qui, dans un monde de rapports de pouvoir, savaient renverser les rôles. C'est cette force, celle de s'affirmer dans un univers qui leur était hostile, qui les rendait si redoutées. Leur existence même remettait en question les rôles traditionnels des femmes et exposait les failles du système. En naviguant avec brio entre les mondes de la politique, de la culture et du plaisir, les Hétaïres symbolisaient une forme de liberté que les citoyens eux-mêmes craignaient parfois de voir entre des mains féminines. Ce mélange de fascination et de crainte, cette ambiguïté entre admiration et méfiance, est ce qui résume le mieux la place de ces courtisanes dans l'imaginaire collectif de l'Athènes antique. Elles étaient les redoutées courtisanes, non seulement parce qu'elles étaient belles et intelligentes, mais parce qu'elles étaient libres et puissantes dans une société qui réservait ses attributs aux hommes. Merci d'avoir pris part à cette exploration du monde des Hétaïres. Pour approfondir, les articles Hétaïres, les affranchis d'Athènes et Aspasie de Milet, la plus célèbre Hétaïre, sont disponibles en description. Ces ressources complémentaires et surtout leur bibliographie vous offriront un éclairage encore plus détaillé sur ces figures intrigantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles explorations captivantes au cœur de l'Antiquité grecque. À très bientôt. Bye, bye.